L'histoire fait la part belle aux guerriers gaulois sur le champ de bataille. Mais quand il n'était pas au combat, comment vivait ce guerrier auprès des siens? Les récentes découvertes archéologiques donnent un nouvel éclairage à cette question et nous permettent de mieux comprendre à quoi ressemblait une famille à l'époque gauloise. Sur les traces de la famille gauloise, je prends la direction de l'Ille-et-Vilaine. Ces terres en face de moi sont chargées d'histoire. Ici, il y a plus de 2000 ans, vivaient des peuples gaulois, comme les Rhédones ou les Coriosolites. En Bretagne, les Gaulois ont laissé de nombreuses traces archéologiques. Et justement, tout près d'ici, les archéologues sont en train de mettre au jour une vaste ferme gauloise. Et moi, j'ai bien envie de leur demander où et comment vivait une famille à l'époque. Cette ferme a été découverte dans la campagne, à proximité de Fougères. Elle s'étendait sur plusieurs hectares et a été habitée entre le 4e et le 1er siècle avant notre ère. Ouais, reculez un peu. Ah. Encore un peu. Voilà, très bien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des archéologues bâtisseurs, apparemment? Alors, on est des archéologues reconstructeurs, oui. On est en train de reconstituer la partie du bâtiment principal d'une ferme gauloise. Voilà, à partir du plan qu'on a pu mettre en évidence en fouillant. Là, vous êtes donc sur une partie d'habitation, donc sur un bâtiment dont on a fouillé l'essentiel. Donc, vous pouvez voir, en fait, toutes les tranchées de fondation du bâtiment. Et puis, à l'intérieur du bâtiment, on avait donc des trous de poteaux, comme celui-ci, qui servaient à réaliser donc la charpente du bâtiment. Il faut imaginer que ce sont des maisons qui non seulement sont construites avec des charpentes qui sont faites pour durer, et en plus donc avec des parois qui protègent bien du froid, puisque ce sont des parois en bois. Comme ce que vous avez reconstitué là, comme ce qu'on a ici. Là, on est vraiment dans la reproduction à l'identique de ce qui se faisait à l'époque. Ah oui, puisqu'on a trouvé, en fait, en fouillant ici ces tranchées, on a trouvé l'empreinte claire de la paroi. Donc on sait même quelle dimension elle avait. Elle était même plus large que ce qu'on a utilisé comme bois. Elle faisait autour de 7 cm en fait de large. Ce sont des parois en fait qui n'étaient pas nues comme ça. En fait, il y avait du torchis qui était installé, donc c'est de l'argile mélangée à des végétaux, qui servait à venir en fait isoler la maison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, c'est de la maison qui est solide. Et alors moi, je suis assez étonnée parce que j'avais dans l'idée que les Gaulois habitaient dans des maisons rondes. Et là, je vois pas ça du tout. Donc... Voilà, là, vous êtes sur une maison rectangulaire où vous avez, c'est l'architecture assez classique. C'est une grande maison. Il y a des maisons plus petites, mais c'est assez traditionnel en fait d'avoir ce type de maison carrée ou rectangulaire. Voilà, le cliché de la maison ronde, c'est effectivement un cliché en fait. Ce cliché fait partie des nombreuses idées reçues que nous avons eues sur les Gaulois pendant des décennies. Mais aujourd'hui, grâce aux fouilles qui sont menées, comme ici en Bretagne, les archéologues ont complètement redécouvert l'habitat gaulois. Ils ont notamment démontré qu'ils vivaient dans de grandes maisons, comme celle que l'on peut voir sur cette reproduction. Elles étaient recouvertes d'un toit de chaume et pouvaient même comporter un étage. Et alors, on peut imaginer combien de personnes dans une maison comme celle-ci? Alors ici, on peut tout imaginer, en fait. J'ai pas la réponse, dans la mesure où on n'a pas d'éléments qui permettent de le dire. On peut très bien imaginer, donc forcément, qu'il y a une famille nucléaire, c'est-à-dire les parents, les enfants. Et on peut aussi imaginer qu'il y avait des grands-parents, d'autres personnes qui vivaient là, puisque c'est une grande maison. Mais je n'ai pas de réponse précise à cette question, malheureusement. Difficile pour les archéologues de dessiner les contours de la famille. Car à l'époque gauloise, cette notion était un peu différente de celle que l'on a aujourd'hui. Par exemple, le nom de famille n'existait pas. Certains textes nous apprennent qu'à la naissance, un prénom était donné à l'enfant, auquel était parfois accolé le prénom du père. Ainsi, Martialis d'Anotali, c'est Martialis, le fils de Danotalos. Il arrivait qu'on rajoute aussi un suffixe au prénom, comme le fameux Rix, qui veut dire roi, comme dans Vercingétorix. À chaque génération, seul le prénom du père était transmis, alors celui du grand-père disparaissait. Il est donc compliqué de tracer l'arbre généalogique d'une famille gauloise. Le foyer gaulois, c'est à la fois l'objet de recherche principal pour les archéologues qui fouillent avant tout des unités domestiques, des habitats,
et donc dans lesquels on peut trouver des outils, des objets utilisés au quotidien. Mais c'est aussi une grande frustration pour l'historien, puisqu'on sait que la société gauloise, comme beaucoup de sociétés antiques, est d'abord organisée à l'échelle du noyau familial. Malheureusement, les textes sont très peu bavards sur ce point-là, parce que les auteurs anciens, grecs ou latins, s'intéressent d'abord aux grands événements historiques, ils s'intéressent aux grands personnages qui font l'histoire, mais très peu à leur famille, très peu à leur sphère intime. Les textes sont peu bavards et peu nombreux. Seules quelques sources écrites sont considérées comme fiables par les historiens. Mais les vestiges trouvés récemment en fouille, eux, sont très parlants. Ils ont notamment permis aux archéologues de comprendre que la famille gauloise pouvait vivre de manière autarcique. Les membres de la famille se répartissaient les tâches du quotidien, comme l'élevage des animaux et la culture des céréales dans les champs. On arrive dans une zone intéressante par les objets qu'on a trouvés ici. Donc on est dans des fosses en fait, et en rejet on a trouvé plusieurs de ces objets. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, ce sont des meules rotatives en fait. Donc c'est des meules qui fonctionnaient. Je vais vous montrer. On a plusieurs bouts comme ça, en fait. C'est un élément qui sert en fait à moudre le grain. Les céréales sont disposées ici. Là, on met un bâton ici, donc qui permet de solidariser les deux parties. Et ensuite, on tourne en fait la meule de façon à moudre le grain. Donc cette partie-là tourne. Voilà, va tourner et va venir écraser le grain et on va pouvoir récupérer la farine. On en a au moins une dizaine pour l'instant sur le site. Donc voilà, ça illustre le fait que les activités domestiques, donc notamment la fabrication de farine, se faisaient ici. Donc on cultive les céréales tout près d'ici, ensuite on amène le grain, on fabrique la farine sur place. Donc cette ferme fonctionne comme ça en vase clos ? Voilà, ça fonctionne de manière autarcique. On a les activités sur place qui sont essentielles en fait à la vie dans la ferme. La famille gauloise pouvait donc vivre en parfaite autonomie, au cœur de la campagne. Les fermes étaient distantes d'au moins 1 kilomètre les unes des autres. Chaque famille était donc assez isolée. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle vivait dans des conditions frustes. Au contraire, les fouilles ont montré que la famille gauloise avait une certaine idée du confort. C'est l'emplacement d'un foyer qu'on a trouvé, donc qu'on a fouillé et qu'on a reconstitué pareil pour voir un peu le mode de fonctionnement de ce foyer-là. Donc en fait c'est un foyer qui était construit avec des pierres dessous et avec une sole d'argile, donc de l'argile qui a été mise sur la totalité des pierres. C'est pour ça qu'on voit cette matière grise. Voilà, c'est ça. C'est l'argile qu'on a prélevée juste à côté, dans les fossés qui étaient juste à côté, et qui permet en fait d'avoir un matériau qui garde la chaleur. Mais si on imagine une maison autour, la fumée devait se répandre partout, ça devait être très respirable, non ? Non, parce que les maisons sont faites avec des ouvertures, vous avez des fenêtres, des portes, donc ça permet d'évacuer le plus gros de la fumée. Donc en plus, effectivement, de réchauffer, de servir à faire la cuisine, le dégagement de fumée permettait d'assainir en fait le toit qui était fait de chaume. Et ce chaume, il faut l'entretenir, la sécher, donc la fumée avait cette vertu-là aussi. Bien isolée par des murs épais, la famille gauloise vivait dans une maison plutôt chaleureuse, voire douillette. Et le chef de famille, notamment, était très attaché à ce confort. En effet, dans son livre « La guerre des Gaules », César raconte une histoire assez surprenante. Certains guerriers gaulois tenaient tant à leur foyer qu'il leur arrivait de quitter le champ de bataille pour rentrer chez eux. Alors, pour prévenir toute désertion, avant de partir à la guerre, les hommes se réunissaient pour prêter serment. Devant les dieux, ils s'engageaient à ne pas repartir chez eux avant d'avoir franchi au moins 2 fois les lignes ennemies. Si le serment était transgressé par un guerrier, il lui était alors interdit de revoir ses enfants, ses parents et sa femme. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'ordre dans lequel ces 3 catégories sont énoncées. Et l'ordre est toujours le même, c'est d'abord les enfants, ensuite les vieillards, les parents, et enfin en 3e position les femmes. Et on voit au travers de cet ordonnancement de la famille que c'est la lignée qui compte. Avant tout, ce sont les enfants, la succession, mais aussi les ancêtres, vivants ou défunts, qui garantissent l'ancienneté de la famille, le lignage. Et les femmes se trouvent reléguées en 3e position, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la guerre des Gaules, puisqu'il n'y a pratiquement pas question de personnages féminins, sauf lorsque des mariages, des liens entre familles éloignées sont évoqués par César. Mais alors, quelle était au juste la place de la femme gauloise dans cette société patriarcale ? Était-elle une sorte de Pénélope qui attendait patiemment son mari à la maison ? Ou était-elle au contraire une femme indépendante et maîtresse de son destin ? Pour en savoir plus, je me rends à présent
en Bourgogne. Au petit matin, quand la nature s'éveille, cette forêt semble tout droit sortie d'un songe. Je suis sur le site d'un ancien oppidum, une ancienne ville gauloise. Il faut imaginer qu'ici, il y a plus de 2000 ans, vivaient des familles gauloises. Aujourd'hui, ce site est devenu un centre de recherche archéologique très riche et un musée qui va nous permettre d'en savoir plus sur la vie des femmes à l'époque. Le thème de la femme gauloise passionne les archéologues aujourd'hui. Car il y a encore quelques années, ils ne savaient rien, ou presque, de la place de ces femmes dans les familles. Mais depuis, ils ont fait des progrès considérables, notamment en étudiant et en recréant leur style vestimentaire. Alors, apparemment, les Gauloises aimaient les bijoux. Parce que là, il y a des bracelets en verre, un magnifique collier doré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charmante compagnie, est-ce que je vois? Elle est gracieuse, hein, vous avez vu. C'est ça. C'est donc à ça que ressemblait une femme gauloise? Alors, la physionomie, j'en suis pas absolument sûr. Oui. Vous voyez, on a été très, très prudents. Par contre, la tenue vestimentaire, oui, là, c'est une tenue typique du IVe siècle avant Jésus-Christ, disons, approximativement. Donc, c'est une tunique avec des manches qui sont cousues. Alors, c'est pas très précisément cintré, mais il en empêche, il y avait un patron, il y a de la couture. Et c'est une particularité qu'on va pas forcément retrouver chez les Grecs et les Romains à l'époque. Une jupe, vous voyez, qui tient par un plissé. En fait, c'est la ceinture qui est un galon, hein, tissé avec une technique bien particulière, qui va tenir la ceinture. Et évidemment, la coiffure est très importante. Alors, la façon dont les cheveux étaient apprêtés, ça, on ne sait pas tellement. Mais très souvent, on peut avoir un voile, hein, avec un textile qui est plus raffiné et qui est plus fin. Ces vêtements sont très travaillés. Cela tend à montrer que les femmes gauloises faisaient attention à leur apparence vestimentaire. Mais on n'a bien sûr aucun dessin ou aucune gravure de l'époque gauloise. Alors comment les archéologues ont-ils été capables de faire ces reproductions de vêtements? Ils se sont appuyés sur des morceaux de tissu qui ont traversé les millénaires. Comme celui-ci, découvert à Bibracte. C'est un fragment d'étoffe du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est très précieux. Très précieux, car peu de vestiges textiles de cette époque sont parvenus jusqu'à nous. Mais pour les archéologues, ces quelques vestiges sont déjà suffisants. Ils ont besoin d'un simple fragment de fil pour déterminer le type de tissu et le dater. Ils analysent aussi les trames et trouvent même parfois des coutures. Toutes ces informations sont recoupées avec les textes d'auteurs anciens qui parlent de vêtements gaulois. Grâce à tous ces indices, les archéologues peuvent donc reconstituer les vêtements des hommes et des femmes. Ils sont très attentifs aux couleurs chatoyantes de ces vêtements. Bleu, jaune, rouge. Les Gaulois savaient en effet teindre les tissus d'une manière remarquable. À l'époque gauloise, les matières tinctoriales sont en totalité ou en quasi-totalité d'origine végétale. Hein. Et chacune nécessite un traitement chimique particulier. Les rouges, par exemple, c'est la racine de garance. Le garance, c'est une plante tout à fait modeste. Hein. Donc ça c'est un exemple. Voilà, ça c'est de la teinture de la garance. Le bleu, c'est un problème particulier. C'est pas du tout évident d'avoir des matières organiques végétales qui teignent en bleu. On ne connaissait pas l'indigo, qui est arrivé en Europe à la Renaissance, mais on connaissait une plante indigène qui avait le même molécule que l'indigo, qui est le pastel. Hein. Le pastel, c'est une fleur? C'est une fleur. Et en fait, on n'utilise pas la fleur, on utilise la feuille, hein, qu'on fait macérer dans une solution ammoniacale, de l'urine, en fait, très clairement, et dans laquelle on va ensuite tremper le textile à teindre. Dans la cuve, le jus, si je puis dire, est verdâtre et pas très ragoûtant. Et c'est une fois qu'on sort le textile de la cuve que le colorant va s'oxyder va devenir bleu. Donc c'est vraiment un processus chimique qui est assez compliqué. En me rapprochant, je me rends compte à quel point le tissage est précis, comme sur cette étoffe en serge de laine.
Les archéologues ont démontré que les Gauloises confectionnaient des étoffes très raffinées, autant pour les hommes que pour les femmes. Regardez, je suis une tisserande absolument exemplaire. Démonstration. Ensuite, on va tasser, hein, voilà. Ah ouais. Et on va ramener donc, vers l'avant la barre qu'on avait mis là, et puis on va pouvoir repartir avec une autre. Et en fonction de l'ordre dans lequel je fais les opérations, on va pouvoir faire des chevrons. Ça a l'air quand même très complexe, et surtout, on a l'impression que ça doit demander des heures et des heures de travail pour arriver à ce résultat. C'est abominablement long. Hein. Donc la tisserande qui a fait ça dit que pour faire une pièce de tissu de la largeur du métier, qui a 2,50 m de longueur, si vous voulez, de quoi faire une robe complète, hein, il faut compter le temps de travail en centaines d'heures. Ce qui explique que les textiles étaient vraiment des biens extrêmement précieux. Ça fait partie du patrimoine de la famille, hein, et le patrimoine de la ménagère. Hein. Mais alors, qui fabriquait ces tissus? Est-ce qu'il y avait des tisserandes, ou bien c'était chaque femme qui, dans son foyer, se fabriquait sa garde-robe? On imagine plutôt que le métier à tisser prend place dans l'environnement domestique, hein, et que c'est plutôt le travail des femmes. Bon, c'est la Pénélope gauloise semble avoir existé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une activité qu'on peut très facilement allier aux tâches domestiques, parce que je fais trois rangs de trames, et puis après, je peux aller remuer mes casseroles ou m'occuper des enfants. Mais les textes anciens donnent une information supplémentaire qui montre que les Gauloises n'étaient pas de simples femmes d'intérieur. Elles jouissaient en effet d'un statut bien particulier et d'une certaine indépendance financière. Ce statut leur était conféré par le mariage. En Gaule, tout mariage est régi par un contrat. La femme apporte une dot et le mari doit verser une part de ses biens équivalente à cette dot. Si le couple dégage des bénéfices, ils appartiennent alors autant à l'homme qu'à la femme. Une sorte de conjoint. Par ailleurs, les femmes peuvent jouer un rôle politique. Lorsqu'une décision de guerre ou de paix doit être prise, non seulement elles donnent leur opinion, mais elles jouent aussi un rôle d'arbitre. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Le statut de la femme gauloise n'était pas si enviable que ça. Pour ce qui est de la période de la fin de l'indépendance gauloise, César est très clair. César écrit que l'homme gaulois a le droit de vie et de mort sur sa famille, sur sa femme et ses enfants. César ajoute une précision, c'est qu'en cas de mort de l'époux, la femme peut être suspectée de meurtre, peut être soumise à une forme de question, c'est-à-dire qu'elle sera interrogée de manière plus ou moins musclée, jusqu'à des tortures. César est tout à fait explicite sur ce point. Et en cas de soupçon de meurtre, bien entendu, elle sera mise à mort, elle sera traitée comme n'importe quel condamné de droit commun. Et l'enfant gaulois dans tout cela? Enfant roi ou laissé pour compte? Quelle était sa place dans la famille? Les découvertes récentes démontrent qu'il comptait beaucoup plus que ce que nous avons longtemps pensé. Sur les traces de l'enfant gaulois, je me rends cette fois en Île-de-France. Je me trouve dans le département de la Seine-Saint-Denis parce qu'ici, les archéologues ont fait des découvertes surprenantes qui dressent un portrait plutôt inattendu de l'enfant gaulois. Alors ici, nous sommes dans ce que les archéologues appellent un laboratoire de post-fouille. C'est pour ça qu'on retrouve du matériel archéologique, hein, des pelles, des casques. Et alors, le plus intéressant ici, ce sont ces centaines de cartons. Ils n'ont l'air de rien, mais en fait, ils contiennent tous des ossements humains, des restes de squelettes qui ont été rapportés de fouilles par les archéologues. Cyril est l'un de ces archéologues. C'est avec lui que j'ai rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Elles viennent d'où, ces boîtes-là? Donc ces boîtes-là, en fait, viennent de la fouille de Bobigny, donc une fouille qu'on a effectuée il y a près de 10 ans maintenant. Ça concerne en fait toutes les sépultures de la nécropole gauloise de Bobigny, donc une des plus grandes en fait d'Europe. C'est toutes les boîtes qu'on voit ici, du sol au plafond quasiment. Tout l'ensemble, où il y a des caisses qui sont ici, en fait, contiennent tous les squelettes humains. Vous avez retrouvé combien de sépultures dans cette fouille? Donc en tout confondu, des crémations de corps, des inhumations, nous en avons 515, et particulièrement, donc on a une répartition avec 225 sépultures d'enfants et le reste d'adultes. Vous pouvez prendre cette boîte-là et on va aller dans le bureau de travail. Je vais par là?
Cette découverte, qui a été faite à une dizaine de kilomètres de Paris, est exceptionnelle. Pendant 10 ans, Voilà, c'est par ici. Cyril a minutieusement étudié tous ces squelettes d'enfants gaulois. On est devant un squelette de fœtus, donc on a retrouvé en fait associé au corps de la mère. Donc c'est un enfant qui était dans le ventre de sa mère. C'est un individu qui avait 8 mois in utero, donc qui n'était pas encore né. Et donc c'est le seul cas en fait de fœtus retrouvé sur le site de Bobigny. En général, les sépultures d'enfants se gardent assez mal puisque les os sont très fins, très graciles et donc se dégradent assez rapidement. Donc là, en fait, on a une mandibule. Ensuite, on a donc tout le crâne, donc qui n'est pas encore assemblé parce qu'un enfant, ça n'a pas les os complètement fermés, soudés. Là, on a le bras droit. Là, on a toutes les côtes en fait de l'individu. Ça doit être très émouvant de découvrir ça, non? Pour vous? Ah bien sûr, oui, parce que quand on fouille après plein d'adultes, en général, on a plus d'adultes que d'enfants. Et donc, ça, quand on tombe sur un individu comme ça, associé en plus à sa mère, là oui, c'est forcément un peu empreint d'émotion, en fin de compte. Selon certains auteurs antiques, même si ce fœtus était né, pas sûr qu'il ait pu vivre plus de quelques jours. Aristote raconte en effet que dès la naissance, les enfants sont plongés dans l'eau froide d'une rivière. Une façon de les endurcir et de forcer un peu la sélection naturelle. D'autres racontent que cette coutume est en fait une manière de savoir si l'enfant est légitime. Si le bébé posé sur un bouclier coule, alors c'est qu'il était le fruit d'un adultère. Une fois toutes ces épreuves passées, la survie du nouveau-né n'était toujours pas assurée. Encore fallait-il qu'il ne soit pas emporté par les maladies. Si on fait les calculs sur les classes d'âge et les mortalités, on peut voir qu'on a à peu près 20% d'individus qui vont mourir avant 1 an. Et si on prend toutes les classes d'âge avant 5 ans, donc de 0 à 5 ans, on va avoir 30% de la population qui va décéder. Et c'est un peu ce qu'on retrouve en fait dans les chiffres de l'OMS et de l'UNICEF. En Afrique subsaharienne, par exemple, on a cette même mortalité en l'absence justement de tout vaccin, antibiotiques, alimentation variée. Pendant très longtemps, les archéologues ont pensé qu'on accordait peu d'importance aux enfants dans la société gauloise, avant qu'ils soient en âge de porter les armes. Mais les squelettes découverts à Bobigny racontent une toute autre histoire. On avait tendance à croire depuis très longtemps, depuis un siècle et demi, que justement l'enfant était relégué, qu'il ne fallait pas qu'on s'attache à son enfant puisqu'il risquait de mourir. Et je me défie n'importe quel parent de ne pas s'accrocher à un enfant, qu'il soit gaulois ou qu'il soit d'aujourd'hui. Et donc forcément, il y avait un soin qui était apporté à la sépulture de l'enfant. Et ça, on le voit justement, nous, à travers les pratiques funéraires, à savoir comment les contemporains vont gérer les défunts. Et on voit que la tombe de l'enfant est très bien soignée comme celle de l'adulte, et parfois voire mieux soignée, plus soignée en fait qu'une tombe d'homme par exemple. C'est le cas notamment de cette sépulture d'enfant. Cyril y a découvert des vases en céramique posés à côté du squelette. On voit plein de dépôts dans la sépulture qui nous fait penser que oui, ils avaient des céramiques avec dedans peut-être des fruits, des légumes qui débordaient, et donc il y a vraiment un intérêt bien défini pour la sépulture. Et ça, on ne voit pas qu'à Bobigny, on voit partout en France dans différents chantiers, différents sites archéologiques. C'est une donnée qui revient assez souvent en fait, ça. Dans cette autre sépulture, Cyril a découvert un témoignage émouvant de cet attachement. Une femme d'une trentaine d'années a été enterrée aux côtés d'un enfant de 9 ans, dans la même tombe, ce qui est très étonnant. Et la mise en scène est précise. La main droite de la femme a été déposée sur l'épaule droite de l'enfant. Un geste d'affection maternelle par-delà la mort? Difficile d'être formel, mais en tout cas, la symbolique est très forte. C'est très impressionnant parce qu'ils ont fait la fosse exprès bien plus grande, donc ils savaient déjà qu'ils allaient mettre dedans 2 individus. C'est vraiment réglé en fait de manière parfaite. Puis on voit bien qu'il y a une vraie mise en scène autour de la sépulture. On a également donc une céramique déposée avec l'enfant et également une petite patte de mouton qui a été mise en dépôt aussi à côté de l'enfant. Donc c'est vraiment une image qu'on traîne depuis longtemps quand on pense qu'on relègue en fait un enfant dans la société. Ce dont je me rends compte, c'est que l'enfant gaulois était bien objet d'amour et d'attention. Il grandissait au sein d'une famille certes fortement dominée par le père, mais où la mère avait tout de même son mot à dire. Finalement, les découvertes archéologiques nous dressent un portrait de la famille gauloise bien moins archaïque que celui qu'on avait jusqu'à présent.